Le Secours catholique nous apprend qu'il y a 10 millions de pauvres en France. 10 millions de personnes vivant dans un ménage avec moins de 1 000 € par mois. Le niveau médian des gens qui viennent voir l'association est de 537 €. Et la question qu'on peut se poser, c'est que deviendraient ces millions de personnes sans l'aide humanitaire qu'il y a en France ? Et que vont devenir les 300 000 sans domicile fixe? Que vont devenir les milliers de licenciés, les milliers de commerces endettés, les milliers de sans revenus que le confinement et le libéralisme a produit en quelques mois? Malgré tous les discours de la Macronie, la misère réelle s'installe en France et ça va déterminer beaucoup de choses à l'avenir. On pourrait s'arrêter là, mais on va quand même faire une revue de presse parce que bon, ça va être sympa. Salut tout le monde, aujourd'hui on est lundi et comme chaque lundi on va discuter un petit peu de l'actualité. Évidemment la grande nouvelle cette semaine c'est les manifestations pour la liberté et contre la loi de sécurité globale. On a vu plein d'images chouettes avec un grand nombre de personnes notamment à Paris mais aussi à Rennes, à Grenoble, à Lille ou à Nice. On a vu des flashs des téléphones par milliers la nuit tombant sur la place de la Bastille, nous offrant alors de très belles images. On a vu le portrait de ces 388 députés qui ont voté la loi sécurité globale. On a vu deux mariés être ovationnés par la foule en pleine manifestation. On a entendu les « On est là » chanter une nouvelle fois à Paris, une foule crier « Liberté » et des remerciements adressés à Rémi Buzine alors qu'il continue son travail malgré les violences qu'il a subies parce qu'il était journaliste. On a vu aussi les journalistes poser symboliquement leur appareil au sol, des slogans stylés sur les murs et globalement une belle fraternité enfin retrouvée. Mais forcément, dans les mêmes manifestations, il y avait des trucs qui étaient un petit peu moins chouettes. Du genre, un journaliste de guerre être tabassé par la police française, lui cassant le nez et lui ouvrant une arcade sourcilière. Ou un journaliste menacé par un LBD, ou des gazages totalement disproportionnés dans un cortège pacifique, simplement pour foutre la pression. Ou encore le principe de la double nasse, reporté par Djemil qui va à l'encontre de toute gestion cohérente du maintien de l'ordre. On a vu aussi, de l'autre côté, des violences qui n'étaient pas nécessaires, notamment contre une agence Matmut qui a donné pas mal de grains à moudre pour tous les macronistes sur Twitter pendant plusieurs jours et on a même vu François Hollande. Si, je te jure. Il y a plus d'honneur à retirer un texte quand il heurte les consciences et divise la société qu'à le maintenir pour un gouvernement ou pour un président de la République quand le risque c'est de créer de l'incompréhension et des violences. Mais dans tous les cas, c'est le grand retour des manifestations en France et ça fait grave plaisir quand même. Et d'ailleurs, pour compter le nombre de manifestants, plutôt que se fier aux chiffres de la police ou quoi que ce soit, il y a eu un truc participatif qui a été fait et du coup, on estime aujourd'hui le nombre de participants entre 150 000 et 300 000. Et franchement, vu la situation sanitaire en France, c'est quand même un bel exploit de réunir autant de personnes. Mais il faut dire aussi que cette loi, elle pose pas mal de problèmes et le premier d'entre eux, c'est que, en tant que citoyen, on ne devrait pas devoir faire confiance à la police comme aime à nous le répéter le gouvernement. La question, c'est pas du tout d'avoir confiance. La question, c'est de savoir si les pouvoirs de la police sont proportionnés par rapport à ce qu'ils ont à faire et si nous, on a les contre-pouvoirs qui permettent à côté de réguler les excès de la police. C'est pas une question de confiance, c'est une question de savoir si oui ou non l'IGPN peut mener des enquêtes indépendantes sur les policiers sans qu'il y ait d'énormes conflits d'intérêts. L'important, c'est d'arriver à foutre dehors toutes les crapules qui portent aujourd'hui un uniforme. L'important, c'est que la police ne soit pas utilisée à des fins politiques, mais qu'elle soit juste là pour maintenir la paix et garantir la libre expression. L'important aussi, c'est que nous, nos journalistes, ils puissent librement exercer leur métier sans qu'il y ait d'entrave de qui que ce soit de la justice ou de la police. Parce que l'important en vrai, c'est surtout le fait que la police doit changer de doctrine de maintien de l'ordre. C'est le fait qu'il faut qu'on ait des débouchés politiques pacifiques qui puissent être mis en place pour résoudre tous les conflits qu'il y a, tu vois. Parce que tout ce bordel, ça n'aurait pas eu lieu si on avait accepté le RIC en France. Parce que du coup, on aurait juste débattu, on aurait fait signer des gens et on aurait voté tous ensemble de manière pacifique sans avoir le besoin de manifester de manière violente et d'avoir la frustration, d'avoir l'impression de ne pas être écouté. En fait, en République, normalement, j'imagine qu'on n'est pas censé faire confiance aux institutions parce que c'est pas genre une relation qu'on a avec une autre personne. Ça c'est plus le propre des régimes autoritaires ou ce genre de trucs parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le contrat social. C'est d'avoir des pouvoirs et des contre-pouvoirs qui sont efficaces et qui permettent d'avoir une police efficace. Voilà, et du coup, le gouvernement qui nous dit qu'il faut avoir confiance, c'est quand même du beau foutage de gueule. Mais évidemment, la défense du gouvernement, on va pas tenir longtemps parce que tu es peut-être au courant, il y a eu deux affaires assez sales qui sont sorties il y a pas longtemps et qui montrent bien que la loi sécurité globale, c'est pas ouf du tout. Le premier, tu l'as probablement vu. Un producteur noir se fait tabasser pendant 15 minutes dans son studio sans véritable raison, avant que les renforts arrivent pour tirer une lacrymo alors qu'il était toujours à l'intérieur de son bâtiment, et lorsqu'il finit par partir, les policiers le tiennent en joue.
Bien sûr, les gens qui ont fait cette merde ont menti dans leurs déclarations et il a fallu les images d'une caméra de surveillance puis de la médiatisation pour que ça bouge. Le deuxième cas, il a été révélé par Mediapart avec, encore une fois, une caméra de surveillance. Cette fois, c'est une interpellation violente de jeunes de la part de la BAC. Soupçonnés de vol de sac à main mais sans réelle preuve, les policiers les arrêtent à 3 voitures, l'un d'eux les tient en joue et finit par tirer en visant la tête du conducteur de 19 ans. Les jeunes les prenaient pour des voleurs puisque la BAC n'avait ni gyrophare ni brassard de police. Encore une fois, la déclaration de ces policiers était fausse et la justice avait conclu à un cas de légitime défense et encore une fois, c'est la vidéo et la médiatisation qui a permis de rétablir la vérité. Et c'est pas vraiment normal non plus qu'on doit dépendre du travail de médias indépendants pour résoudre ce genre d'affaires. Normalement, la justice est capable de faire ça. Sauf que c'est pas le cas et vous imaginez le nombre d'affaires qui n'ont pas été résolues parce qu'il n'y avait pas de vidéo au bon moment et qu'il n'y avait pas de médias indépendants au bon moment pour faire le taf de journaliste. C'est assez effrayant, dit comme ça. Mais toutes ces conséquences étaient à la fois prévisibles, inévitables, et c'est ce qui causera très probablement dans un moyen terme le gouvernement à s'effondrer plus ou moins parce que les contradictions sont beaucoup trop grosses. On l'a vu avec les images juste avant. En France, nous avons une police qui est utilisée comme une milice politique qui est prête à utiliser la force et la violence pour que le gouvernement ne rende pas de compte. La police se substitue à une réponse politique et sans la police, le pouvoir serait déjà tombé. Ce qui est d'ailleurs une belle définition d'un État autoritaire. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut, ce ne sont pas des policiers républicains qui sont là pour garantir la paix. Ce sont des gens prêts à tabasser des manifestants, à suivre des ordres débiles et capables d'organiser le désordre pour suivre une idéologie. Et avec les enregistrements d'Arte qui datent de quelques mois et compagnie, on voit qu'il n'y a pas 36 000 idéologies qui collent à tout ça. C'est celle de l'extrême qui est bien à droite, celle qui parle des manifestants comme des gauchistes sans distinction et qui se croient en pleine guerre de civilisation. Et ce sont des gens comme ça qui se substituent à une réponse politique par rapport aux inégalités qui augmentent et à la pauvreté qui explose en France. D'un côté, tu as une cocotte minute sociale qui est prête à exploser, de l'autre, tu as une réponse seulement autoritaire. C'est le climat actuel en France et c'est ces deux éléments qui vont expliquer beaucoup de choses à l'avenir. Mais évidemment, tous les policiers ne sont pas comme ça, vraiment pas du tout, c'est pas le message de la vidéo. C'est juste qu'il y a une dynamique qui est donnée par le gouvernement qui fait que tous les policiers vont tendre vers ça parce que à la fois on leur demande de faire un sale boulot politique et de l'autre côté on leur donne un blanc-seing. Ce qui fait que la mentalité des policiers, ça va tendre vers ça. Les meilleurs vont partir, les pires vont rester et ils vont même être sollicités par le gouvernement pour faire le sale boulot, etc. Ce qui fait que toutes les affaires qu'on a vues là récemment qui sont sorties, c'est pas du tout une coïncidence si ça sort maintenant. À force de faire des déclarations sur les violences policières, ça n'existe pas, sur les policiers, machin, on va pas les remettre en cause, patati patata du gouvernement, on arrive dans une situation où il y a un énorme appel d'air qui fait que les pires des comportements sont presque motivés, ce qui fait que ce genre de conneries, ça va arriver de plus en plus souvent. Et c'est un peu une boucle parce que tant que le gouvernement continuera dans sa politique libérale, ça va engendrer beaucoup d'inégalités et donc forcément, il va avoir besoin de plus de police. Cette police-là, elle va demander plus de souplesse. Cette souplesse, ça va induire quoi? Ça va provoquer des violences et ça va tourner en boucle comme ça. Ça va tourner en boucle parce que étonnamment, les violences policières ne résolvent pas les problèmes des injustices sociales. Étonnamment. Et la loi sécurité globale, elle s'inscrit totalement là-dedans. Ça permet aux policiers d'agir comme bon leur semble, avec beaucoup plus de droits, et en même temps en supprimant les rares contrôles qui restaient, le contrôle citoyen du journalisme, ce qui fait que les pires comportements sont encore une fois motivés. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil avec la loi sur les universités qui tend à criminaliser toutes les actions étudiantes, et notamment les blocus. Ça revient exactement à la même chose. On ne donne pas une réponse politique, mais on réprime et on donne aux policiers tous les moyens légaux pour réprimer la contestation. Mais du coup, méga contradiction de fou, parce que le pouvoir ne peut pas justifier de telles absurdités et de tels agissements de la part de la police. Sachant que il n'y a aucun argument réel pour justifier cette loi, qu'il y a des syndicats de police qui vont encore plus se radicaliser, ce qui va compliquer la situation, que le gouvernement s'est déjà retrouvé dans une telle situation où il devait nier les violences policières et que plus les jours vont passer, plus les exemples de ces violences vont se multiplier. La cohérence de leur discours a pris un sacré coup dans la gueule quand même et ça va pas s'arranger avec le temps. La contradiction va être trop grande, le souci c'est que concrètement ça va produire pas mal de violence pour nous qui n'était pas forcément nécessaire et que ça va ancrer encore plus fort le clivage qui sépare la police et le peuple, ce qui n'était pas non plus là aussi nécessaire. Le pouvoir qui va jouer la carte de l'ordre pour 2022 se retrouve du coup dans une position où il crée lui-même le désordre. Une autre contradiction qu'en tant que militant on doit rendre évidente pour tous.
Mais évidemment, rien ne dit que cette loi va passer parce que tu as à la fois une contestation citoyenne et populaire, mais aussi parlementaire et institutionnelle. Outre l'ONU, le Conseil de l'Europe, Amnesty, les droits de l'homme, tout ça qui sont contre ça, tu as aussi le Conseil constitutionnel qui va très probablement retoquer partiellement ou totalement la loi sur la sécurité globale. Et il y a des bonnes raisons de le croire parce qu'ils l'ont fait pour moi que ça sur la loi Avia, donc on va voir dans les jours à venir. Et tout ça, ça va très probablement à l'avenir forcer le gouvernement soit à modifier à la marge son article, soit à retirer totalement son projet de loi, ce qui fait que quoi qu'il arrive, le gouvernement va laisser des plumes dans cette histoire, comme il laisse d'ailleurs des plumes à chaque fois qu'il fait des passages en force de la sorte. Et si on en croit les dépêches de l'AFP, il commence déjà à flipper et à faire pas mal de réunions à ce sujet. Et en plus de ça, pour rien arranger, Bruno Le Maire et Macron, ils ont annoncé qu'une de leurs priorités, ça va être de faire passer la loi retraite. Ce qui fait que ça, plus la loi sécurité globale, plus toutes les merdes qui nous préparent, ça va être une très belle occasion. Mais une belle occasion, pourquoi ? D'y aller dans la rue. Au-delà du rapport de force politique, il se produit des choses magiques dans les manifestations. Déjà, on y retrouve une fraternité qu'un confinement a rendu un petit peu trop rare. Mais c'est surtout un moment fort d'éducation populaire. Et quand je dis populaire, je dis bien populaire. Ça veut dire que c'est des gens entre eux qui se politisent, qui discutent et qui s'affirment. Avec des influences communes, oui, mais là-dedans, il n'y a personne qui contrôle quoi que ce soit. Une éducation qui est liée au mouvement social, qui est liée au contexte, qui prendra donc racine sur la réalité du moment, un truc authentique et divers qui va tous nous nourrir. De la même façon que la loi travail en 2019 a formé indirectement toute une génération de militants, la fin du quinquennat de Macron sera une belle école du militantisme. On va pouvoir parler, reparler et re-reparler de politique et donner du sens en transformant notre société. Et notamment avec ceux qui sont tombés dans la pauvreté récemment, avec ceux qui ont perdu leur logement, avec ceux qui désespèrent. Si la pauvreté n'est pas une fatalité, c'est qu'elle peut se politiser. Alors peut-être qu'on aura pu se passer du macronisme, peut-être qu'on va en prendre plein dans la gueule, mais si on gère bien notre affaire, on peut peut-être devenir plus fort en surmontant le macronisme et en profitant des belles occasions que le gouvernement nous offre malgré lui. En tout cas, c'est l'une des possibilités qui s'offre à nous. C'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, celle-là, elle est bien réelle. Et puis voilà, donc ça c'était le gros truc sur la loi sécurité globale, mais par contre tu as d'autres actualités qui sont intéressantes aussi. Bastamag s'intéresse au sujet assez sensible des cancers pédiatriques dans 2 de ses nouveaux articles. Le premier en s'intéressant à la commune de Saint-Panzane, où 24 enfants sont tombés malades et 5 sont morts. Les autorités sanitaires, dépendantes du ministère de la Santé, ont décrété qu'il n'y avait rien d'anormal là-dedans. S'ensuit une enquête sur la façon dont les autorités auraient caché l'affaire et les causes de ce foyer cancéreux. Le second article, lui, prend un peu plus de recul et relaie la parole de différentes familles en France. Et notamment, il y a souvent noté le fait que l'ARS ne gère pas forcément bien ces histoires. En tout cas, tu peux retrouver ça dans les articles qui sont en libre consultation. Et du coup, Bastamag, qui est un média indépendant, ils vont continuer ce travail-là et publier d'autres articles sur ce sujet. Et d'ailleurs, ils sont en train en ce moment de faire une collecte de fonds pour assurer du coup leur indépendance et continuer leur travail militant. Voilà. Du coup, si tu as l'occasion, pourquoi pas donner pour eux. Genre, il y a Brut qui a posé une question: où sont passés les cahiers de doléances? Oui, parce que étonnamment, de manière assez surprenante, rien n'a été fait de ces doléances. Voilà, il y a eu 600 000 pages qui ont été écrites et que dalle, rien du tout. Ils sont même pas accessibles, ils sont pas là du tout, quoi. Est-ce que c'est étonnant? Non, mais c'est quand même sympa de le préciser pour voir à peu près à quoi ça aboutit les initiatives macroniennes. Et encore, on ne parle pas du grand débat. À l'international, ça bouge pas mal aussi. En Thaïlande, avec des canards jaunes qui sont devenus presque l'emblème de la lutte, avec de nombreux jeunes qui ont manifesté il n'y a pas longtemps contre l'institut bancaire qui renferme toutes les richesses de la monarchie, une richesse que la monarchie s'est appropriée il y a 2 ans avec une loi qui est assez discutée aujourd'hui. La pression monte et certains craignent qu'une violence facilement organisable par le pouvoir vienne à justifier bientôt une loi martiale dans un pays où le Premier ministre est un général de guerre. À son habitude, La Croix a fait un beau portrait sur un sujet qui ne fait pas la une, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui s'est terminée le 10 novembre avec la rétrocession d'un grand territoire par l'Arménie. Et en plus, ça avait donné lieu à des images assez impressionnantes où les Arméniens devaient partir en brûlant leur maison. Mais au-delà de ces images, il y a une situation géopolitique que l'article détaille bien évidemment. En tout cas, c'est là-dessus qu'on se quitte pour cette petite revue des réfractaires. On se retrouve du coup mercredi et vendredi pour des grosses vidéos. Et samedi et dimanche, on se rejoint sur Discord pour l'université du Canard Réfractaire, où il y aura plein de gens pour faire des débats, des formations, des ateliers, tout ça, tout ça. En attendant, des bisous tout le monde. Et puis voilà, à la prochaine.